Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'insolite, l'inhabituel, le surnaturel et la mystique régissent la vie africaine. Très souvent, ces opinions traduisent une totale méconnaissance ou un mépris souverain du savoir-faire et du savoir-être d'Afrique. Rites et traditions est une émission qui souhaite tirer des traditions africaines des choses très utiles pour le présent. Car, pour l'occidental, ou plutôt l'homme moderne, tous les phénomènes naturels ou artificiels non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui restent encore croyants. Pour les Noirs en général, il n'y a point de hasard, tout a une explication. Il n'y a point d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Professeur, aujourd'hui nous allons parler de Djalia, le griot. Vous employez souvent l'expression la Djalia. Moi, je pense que le Djalia serait mieux. Mais pourquoi avoir choisi la Djalia, vous qui êtes chercheur, vous qui êtes professeur, vous qui êtes dramaturge? Merci Magma. Le terme Djalia que j'ai choisi pour exprimer l'univers des maîtres de la parole est en quelque sorte l'expression de l'immensité de ce domaine. Le domaine du Djali ou la Djalia, c'est le domaine de l'immense connaissance de cette confrérie malienne, parce que c'est l'encyclopédie de la tradition orale. Le vocable, le substantif Djalia est au féminin à cause de l'immensité que comporte ce genre. Et c'est pour cela que j'ai appelé la Djalia, pour exprimer l'univers de cette confrérie qui symbolise à la fois l'identité communautaire, l'identité historique de notre ethnie, de notre peuple, les peuples mandinka, parce que c'est la mémoire historique, c'est la mémoire communautaire, la Djalia du Mandé. Le Mandé, Mandé, les enfants de la même mère ou la mère patrie. Voilà pourquoi j'ai préféré le terme la Djalia au terme le Djalia qui est un peu restrictif par rapport à la Djalia qui est une ouverture en tant que, n'est-ce pas, dimension féminine du vocable ou du substantif. Quand un Mandinka invite un professeur, un éminent professeur, un dramaturge, un nouvelliste, on se doit de partager l'arachide. Absolument. Quand j'ai vu tout de suite l'arachide rendez-vous, j'ai dit il ne pouvait y avoir meilleur décor parce que réellement c'est le symbole même, n'est-ce pas, c'est le symbole même du Mandé. Voilà. Vous avez parlé tantôt d'immensité du genre féminin. Dans cette immensité du genre féminin, comment est née la Djalia? Bon, le mot, c'est-à-dire la Djalia comporte plusieurs sources. Bon, les maîtres du verbe, les Boulontigi eux-mêmes, c'est-à-dire les chefs de l'Académie de la tradition orale, de la parole, pensent que c'est Surakata, n'est-ce pas, qui est à l'origine de leur profession. Mais la tradition populaire raconte que deux frères étaient en voyage, au cours duquel il y a un qui a connu un épuisement total et qui a fini par vraiment se trouver dans une situation extrêmement difficile. Alors le second a fouillé la nature pour trouver comment le sauver. Mais malheureusement, il n'avait rien trouvé et il a été obligé de se faire, de s'enlever une partie de sa cuisse, de la préparer pour la donner à son frère. Et c'est ainsi que ce dernier a été sauvé. Et au cours de la marche, le rescapé s'est rendu compte que son voisin se soignait derrière un buisson. Alors, il ne voulait pas lui faire comprendre comment il avait été sauvé.
Alors, quand il a vu que le jeune, il a vu que son compagnon était blessé, il a compris que c'est avec sa chair c'est avec sa chair qu'il a pu le sauver. Il l'a nourri. Qu'il l'a nourri en quelque sorte. Donc, ce dernier lui aurait dit, tu m'as transmis ton sang, tu m'as transmis ta chair, alors moi je serai désormais le porte-parole de ta descendance. Alors, Yembalo Idjalila, donc désormais je serai le Djali, c'est-à-dire je contribuerai à l'entente dans le foyer de ta descendance. Désormais, je serai le porte-parole de sa descendance, je serai le gardien de ta mémoire. Et c'est ainsi que la tradition a été instaurée entre les deux frères pour pérenniser la gratitude de l'un envers l'autre. Sinon, le griot est un horon avant d'être un nyamakala. C'est un horon avant d'être un nyamakala. Le nyamakala, c'est le médicament contre, en quelque sorte, le malheur. Donc, je ferai tout pour vous mettre en garde contre les choses qui peuvent vous nuire demain. Nyamakala. Tout malheur qui peut vous advenir demain, je ferai tout pour me mettre entre vous et ce malheur-là. Alors, voilà pourquoi le mot Djali est né. Mais ça, c'est une tradition orale qui raconte ça. Mais il faut reconnaître aussi que du fait même que la fonction du Djali est une fonction orale, je l'ai dit, le griot est la mémoire historique, la mémoire identitaire, la mémoire collective du peuple manding. Donc, à cause de ça, du fait qu'il se rappelle tout et qu'il y raconte tout, les Arabes ont appelé le griot Kawal. Kawal, cela veut dire le récitant, celui qui récite l'histoire. Puisque nous sommes dans une civilisation orale, nous ne sommes pas dans une civilisation écrite. Il est très difficile de faire comprendre à un blanc qu'un livre qui n'est pas écrit n'est pas un livre. Or, pour nous, le griot est une bibliothèque vivante. Le griot est une bibliothèque vivante. Donc, les Arabes l'ont appelé Kawal, cela veut dire le récitant. Et plus tard, les premiers Européens qui ont débarqué sur le continent africain, que sont les Portugais, quand ils ont vu les griots, ils ont appelé criado, c'est-à-dire les personnes qui crient en racontant l'histoire. Parce qu'eux, ils lisent l'histoire dans les livres. Or ici, c'est l'histoire qui est racontée en criant. Alors vu l'importance du griot dans la société, c'est un personnage très craint. Les griots, les Français l'ont appelé le gris-gris. Parce que sa parole peut tuer, sa parole peut magnifier, sa parole peut humilier. Donc le griot ou le gris-gris. Alors maintenant, évidemment, quand on va en profondeur, dans l'Afrique, si vous allez au Sénégal par exemple, les Gaoulo, ils appellent le griot Gaoulo. Les Wolofs appellent Gaoulo, c'est celui qui mémorise aussi. Celui qui mémorise aussi. Le mémorisant. Le mémorisant. Donc au Magma, voilà à peu près, je dirais, ce qu'on sait pour le moment de l'évolution du mot griot et de l'histoire de l'émergence de cette fonction dans la société traditionnelle mandingue. Alors, quand vous avez parlé de Surakata, ne serait-ce celui qui était le compagnon du prophète, là, paix salut sur lui? Exactement, exactement, c'est bien ça. C'est pour ce qui vous fait dire exactement. que le griot n'est pas né ex nihilo. Exactement, c'est bien ça. C'est qu'il a accompagné le prophète en lui rappelant toujours les hauts faits. Mais, vous savez, une biographie, ça peut comporter beaucoup de stades de lecture. Donc la tradition orale n'est pas toujours sous la soumission de l'islam. Surakata, c'est lié à l'islam, mais la tradition orale voudrait que la mémoire collective du milieu mandingue fasse remonter l'histoire du Djali à ce voyage de deux frères pour montrer le sens de la solidarité qui existe entre le griot et son Djatigi.
Alors, dans ce ordre d'idée, est-ce que le djeli avait une fonction sociale dans la société traditionnelle? Oui, bien sûr, parce que le djeli a toujours eu à jouer un rôle extrêmement important dans la société traditionnelle. D'abord, le djeli, depuis le temps de l'Empire mandingue jusqu'au Soudan occidental, dans la gestion du pouvoir, le djeli avait 3 portefeuilles dans la gestion du pouvoir. Le djeli occupait le portefeuille de la communication, de l'éducation et de la culture. Parce que c'est lui qui s'occupait de l'éducation des princes et des princesses. C'est lui qui était le porte-parole du roi entre le peuple et le trône. Et en même temps, c'est lui qui se transportait en cas de conflit sur les terrains de bataille pour rendre compte de ce qu'il voyait par rapport au comportement des guerriers. Et c'était l'expression de la fidélité. Le griot, ce n'est pas quelqu'un qui raconte ce qu'il n'a pas vu. Il est la mémoire de l'histoire. Donc vous voyez, c'est sa mission historique-là qui fait de lui, en quelque sorte, la mémoire vivante même du Mali d'aujourd'hui. Quand vous dites qu'il se rendait sur les champs de bataille, c'est un peu comme aujourd'hui les correspondants de guerre. C'est comme les correspondants de guerre. C'est comme les correspondants de guerre. Parce que les griots, c'est des personnalités qui étaient toujours les ambassadeurs en cas de conflit pour prévenir, n'est-ce pas, des dangers que les deux côtés pourraient quand même, auxquels les deux côtés se trouveraient confrontés. Quand il y avait un conflit, des nuages entre disons, deux ethnies, 2 clans, alors le roi envoyait le griot prévenir pour qu'on trouve rapidement une solution. Et le plus souvent, le griot revenait avec la solution tout trouvée, quoi. Donc le rôle du griot couvre tous les domaines de la vie sociale. Le baptême, c'est les griots. Oui. Les mariages, c'est les griots. Le griot, c'est l'acte civil même de la société traditionnelle. Les mariages, il en est le témoin. Les baptêmes, il en est le témoin. Même les funérailles, il en est le témoin. Et c'est lui qui fait passer l'homme dans l'immortalité. Oui. Parce que c'est grâce au dit du griot que l'homme devient immortel dans la conscience collective. Donc c'est une personnalité qui aujourd'hui se fait rare, aujourd'hui c'est dommage, mais qui mérite d'être vraiment étudiée et prise en compte parce que nous en avons énormément besoin. Alors, selon ce que vous nous avez raconté, la légende voulait que ce soit un frère qui se soit taillé une cuisse pour l'autre. Donc, à partir de là, celui-là est devenu griot. Celui qui a mangé la chair est devenu griot. Oui. Bon. Mais est-ce que maintenant, on est griot ou on devient griot? Bon, on est griot. On ne devient pas griot. On est griot parce que c'est, en quelque sorte, une famille. Il y a les grandes familles de griots aujourd'hui. Un Horon ne peut pas devenir griot, sauf si c'est tout simplement... il le fait par amitié, mais c'est très rare qu'un Horon devienne griot. Le griot, c'est un artiste qui met le verbe au service du dit de l'histoire. Sinon, il n'est pas, n'importe qui n'est pas griot. Voilà, donc cela, votre réponse m'amène à vous demander comment se dispensait l'enseignement dans la Djalia. La Djalia, comme je l'ai dit, est une fonction sociale qui s'apprend comme la fonction du médecin, comme la fonction de l'enseignant, de l'avocat. Donc, on ne vient pas à la Djalia comme ça. On suit une formation, un cheminement opérationnel. Il faut être formé pour être crédible sur le champ de la Djalia. Parce que les griots, je vous dis, c'est des gens très dangereux qui gardent la banque de données. La banque de données. Donc, ils veillent sur notre héritage. Ils veillent sur notre héritage et ils peuvent, en cas de dérapage, créer beaucoup de problèmes. Dans la mauvaise lecture, par exemple, de la vie d'un tel ou d'un tel personnage. C'est pour ça qu'ils veillent strictement sur, n'est-ce pas, la banque de données de tout un chacun. Donc, la famille, le jeune était envoyé à Djilibakoro d'abord.
Il était envoyé à Djilibakuro. Le jeune griot était envoyé en séminaire, au petit séminaire, en Guinée à Djilibakuro. Alors ensuite, il allait au grand séminaire. Et après le grand séminaire, maintenant, il faisait un voyage initiatique dans différents centres, comme par exemple à Kita, auprès des grands Buluntigi, à Karaya et à Bandoma. Et sur la recommandation maintenant, le jeune griot pouvait postuler à une inscription à l'Institut de rhétorique de Kela. L'Institut de rhétorique de Kela, bon, ce n'est pas des grands bâtiments comme l'école normale supérieure. Vous savez, quand vous allez à Kela, c'est une ville, une bourgade très coquette, avec les cases et tout. Alors les Mandinkas ont préféré respecter l'environnement, respecter les rivages, les fleuves, tout ce qu'il y a comme nature. Donc l'école est même dans la nature. Tout se fait dans le vestibule devant des professeurs. Donc là, l'étudiant apprend en quelque sorte l'histoire des généalogies. Il apprend l'onomastique, cela veut dire l'origine des mots à partir des sons. Il apprend l'histoire, il apprend en quelque sorte la géographie. Donc il subit une véritable formation académique avec des contrôles de connaissances avant d'être appelé à soutenir disons un examen. S'il doit par exemple raconter le Fassa ou l'historique du Djamou, ou bien disons le Mana ou le Sundiata Fassa par exemple, donc le jury est là, il doit raconter pendant au moins 12 heures de temps. Que le Monzon pouvait s'asseoir en tant que grand professeur, il pouvait s'asseoir du matin jusqu'au crépuscule sans répéter 2 fois le même mot, tout en délayant, tout en racontant l'histoire. Donc le jeune griot qui postule à la maîtrise de son poste, il doit soutenir c'est-à-dire le dit d'un Fassa pendant longtemps devant les jurys assermentés, et en même temps il doit jurer de ne jamais raconter ce qu'il ne doit pas raconter à tierce personne. Parce que la parole, chez les griots, c'est le bien commun. La parole n'est pas la propriété d'un individu. La parole, c'est le véhicule de la mémoire. Et ils sont les gardiens de cette mémoire. Le jeune griot doit faire le serment de ne jamais dévoiler ce qu'il ne doit pas dévoiler. Donc il doit rester fidèle à l'étiquette, à la déontologie de la Djalia. Cela veut dire être les gardiens de la mémoire et surtout contribuer magma au renforcement des liens entre n'est-ce pas, les Djatigi. Faire que la paix, la concorde, Djali même Dja, entente, lit, miel. Ils doivent devenir la synovie entre la musculation, entre les os. Entre ces deux os, il y a un liquide qu'on appelle la synovie qui permet, n'est-ce pas, aux os de se mouvoir tranquillement. Alors le griot, c'est la synovie de la société, du corps social humain. Donc c'est une personnalité extrêmement importante. Tout comme le sang irrigue le corps humain. Exactement, exactement. Le Djali, exactement, le Djali, c'est comme le carburant du corps social. C'est le carburant du corps social. Alors, vous nous avez parlé du petit séminaire. Le grand séminaire, c'est celui de Nyarasoula. Nyarasoula, exactement. Voilà, okay. Exactement. C'est le village de Kanimbakoro. C'est là où repose le grand balafon, là où se trouve le grand balafon de Soumaworo, qui est gardé là-bas dans ce village-là. C'est un village très très surveillé, très riche en tradition. Et les grands maîtres de la parole forment là-bas au grand séminaire et préparent maintenant à l'entrée à l'Institut de rhétorique de Kela, après maintenant un voyage initiatique dans les différents grands centres auprès des Buluntigi. Les Buluntigi, c'est les Dougas, c'est les maîtres de la parole, les maîtres assermentés de la parole. C'est des grands sorciers. Hein. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'artiste, le griot en tant qu'artiste. Oui. Quelle différence y a-t-il entre un griot et un artiste? Bon, moi je suis un artiste, vous êtes un artiste, vous évoluez sur la scène, vous êtes homme de culture, moi de même, j'écris, moi j'écris, bon, mais je ne suis pas griot, sauf si je dis que je suis un griot moderne. Parce que maintenant nous sommes dans un vestibule. Nous sommes dans un vestibule. Oui. C'est le vestibule moderne.
Le studio est un vestibule où la parole circule démocratiquement. S'il y avait beaucoup de personnes ici, il y aurait eu la parole montante, la parole descendante, et pour que, n'est-ce pas, l'opinion de tout un chacun soit connue et que finalement on arrive à trouver un moyen terme, n'est-ce pas, pour régler les problèmes démocratiquement dans le milieu traditionnel. Mais ce studio n'est pas le blou de Kaba ou bien de Kela. Moi, je ne peux pas entrer là-bas facilement, ni vous non plus. Vous qui êtes, par exemple, Konaté, alors vous avez votre place là-bas, mais vous n'êtes pas griot. Donc le griot est artiste. En plus du fait qu'il soit maître de la parole, il est artiste parce qu'il peut se nourrir. Il peut se nourrir de sa parole, de son verbe. Moi, en tant qu'artiste, je me nourris de ma plume, même si c'est difficile. Alors, mais, je le dis carrément, parce que la plume ne nourrit pas son homme tout le temps. Alors on dit que l'écrivain écrit en vain. Hein? On essaie d'écrire, mais on écrit en vain, parce qu'on ne lit pas. C'est pour cela que vous m'avez invité à venir parler de ce que je publie dans les journaux. Et j'espère que cela va permettre de mieux connaître davantage des choses que nous savons et que nous n'avons pas les moyens de diffuser. Donc c'est une opportunité pour nous de venir raconter ce que nous savons et que nous devons transmettre avec fidélité. Donc voilà à peu près la différence entre le griot et l'artiste. Je dis que tout griot est artiste, mais tout artiste n'est pas griot. Tout artiste n'est pas griot. Il y a une ligne rouge entre les deux domaines. Alors l'artiste ne doit pas utiliser, n'est-ce pas, ne doit pas utiliser le savoir du griot s'il n'en possède pas la maîtrise. Parce qu'il y a beaucoup de dangers à prendre des sentences, des dits, des parties de la vie des Sundiata, des Tiramarans, et de chanter ça si on n'a pas appris ça auprès des griots. Mais on peut chanter la vie traditionnelle, on peut chanter, n'est-ce pas, on peut chanter la Cannes 2002, on peut chanter tout ce qu'on veut sans être griot. Au Mali aujourd'hui, il y a tellement d'artistes qui contribuent, c'est des acteurs de développement. Alors que ceux-ci sont des historiens traditionnels. Les artistes, c'est des gens qui contribuent éminemment à l'éveil des consciences, qui tirent la sonnette d'alarme face aux tenants du pouvoir pour les prévenir et qui en même temps créent les conditions pour que les gens travaillent dans l'aisance et fassent avancer le pays dans la voie du progrès. Donc les artistes sont incontournables dans la société à cause de leur productivité, même si souvent il n'y a pas de retombées telles qu'on l'aurait voulu, mais le griot, c'est la mémoire historique et en même temps celui qui détient l'art de distraire, de plaire à partir de sa voix, de sa musique. Merci beaucoup, professeur Diawara. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. À la joie de vous retrouver une autre fois, professeur.